Bonjour à tous, donc bienvenue au lundi du rare. Moi je suis Ludovic Meuret, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Donc le lundi du rare, c'est le webinaire mensuel du groupe rare en recherche en anesthésie et réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Cédric Basquin du CHP de Saint-Grégoire. Il va nous présenter aujourd'hui les facteurs humains en situation critique. Alors, vous pourrez bien sûr lui poser vos questions de vive voix après la présentation ou bien via le chat pendant sa présentation. Donc avant que nous commencions, je vous demande, mais je crois que tout le monde l'a bien fait, de couper son micro afin que tout se passe au mieux. Et puis je vais passer tout de suite la parole au docteur Cédric Basquin. Bonjour à tous et merci à Ludovic de m'avoir convié à cette présentation. On va partager la présentation et puis je vais vous parler de la RPP qui vient de sortir, là, qui était présentée au congrès de l'ASFAR de septembre 2022, qui concerne les facteurs humains en situation critique. Donc moi je suis Cédric Basquin, comme l'a dit Ludovic, anesthésiste réanimateur et formateur en simulation en santé. Je travaille principalement en clinique, la clinique Saint-Grégoire du CHP près de Rennes. Je suis praticien hospitalier attaché au CHU de Rennes et je travaille aussi pour le service de santé des armées. Je n'ai pas de conflit d'intérêt majeur hormis avec deux collaborations avec la Safety Team Academy et Max de Médaillé. Et je vous présente 3 liens QR code. Alors je vous invite à les scanner. Le premier, c'est pour télécharger la RPP en PDF. Le deuxième, qui va vous permettre d'accéder à la vidéo du congrès de l'ASFAR de 2022. Et le troisième, qui va vous amener directement sur le site Facteurs humains en santé. Donc, la RPP en quelques chiffres. Nous étions 21 experts et coordonnateurs qui appartenaient réciproquement à l'ASFAR et à Facteurs humains en santé. Donc moi j'en faisais partie et je représentais le groupe Facteurs humains en santé. Le groupe Facteurs humains, c'est un groupe qui a été créé, donc je suis un des membres fondateurs il y a 4 ans. Et donc 21 recommandations sont sorties avec des avis d'experts pour 100% de ces recommandations, un accord fort. 4 champs ont été investigués. Le premier champ, c'était le champ de la communication. Le deuxième, le champ de l'organisation. Le troisième, l'environnement de travail. Et le quatrième, la formation. 100 articles ont été screenés, ont été gradés et en est ressorti 292 références bibliographiques. On a ensuite fait 2 tours de vote. Cela a duré 9 mois et nous avons sorti 81 pages que Ludovic m'a demandé de résumer en 20 minutes. Donc c'est un challenge, je vais essayer de le faire. Ça risque de déborder un petit peu. Faire mon possible, j'ai dû faire quelques choix. Donc il y a certaines recommandations, on passera un peu plus vite que d'autres. Mais premièrement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir fait des RPP sur le facteur humain. On verra ensuite ce qu'est le facteur humain. La première chose, il est intéressant de regarder la cartographie des risques au niveau mondial. Donc, pour mémoire, en 2013, aux États-Unis, la 3e cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiovasculaires, c'était les erreurs médicales. On a quelques données en France qui montrent qu'il y a par an entre 350 000 et 450 000 événements indésirables et qu'un patient hospitalisé sur 300 décède d'une erreur médicale. Les dernières enquêtes ENEIS et qui proviennent de l'HAS ont montré que sur tous les EIGS et événements indésirables graves associés aux soins, déclarés, la moitié, 52% vont aboutir à des décès, 30% une mise en jeu du pronostic vital et 17% vont donner des déficits fonctionnels. 49% de ces EI concernent des situations où la prise en charge du patient était urgente, concerne donc directement nos spécialités. 58% se déroulent sur une période de vulnérabilité, donc la nuit, les week-ends et les jours fériés. 40% de ces événements indésirables sont liés, pour la première cause, à un problème de communication et lié à l'équipe. Au total, parmi tous les événements indésirables de 2020, 56% étaient évitables et on estime qu'entre les États-Unis et l'Europe, on a 522 743 décès qui seraient évitables liés aux événements indésirables. Donc, de ces données, on en conclut que nous faisons des erreurs. Pourtant, le but d'un soignant, c'est quand même de soigner et de guérir.
Et pour essayer de comprendre un peu ça, il faut regarder dans une autre discipline. Donc, je vous invite à regarder cette courbe qui nous met les risques en fonction du temps dans deux industries qu'on appelle les HRO, ce sont des organisations en haute fiabilité, et l'industrie nucléaire et l'aviation civile. On se rend compte que dans les années 1940, 1930-40, en fait, les problèmes principaux qui entraînaient des risques étaient les problèmes de sécurité technique. Un peu plus tard, donc ils ont travaillé sur la technique pour améliorer leur process. Ils ont travaillé sur les modes opératoires. Alors c'est quoi? Ce sont les protocoles, les processus et les recommandations. Puis enfin, ils se rendaient compte qu'ils avaient quand même encore des risques. Ils ont alors travaillé sur le facteur humain. Et dans la santé alors? Dans la santé, on n'en est que actuellement la SFAR publie entre 5 et 6 recommandations, donc le comité référentiel clinique, et que malgré ces recommandations, eh bien, on a toujours un nombre assez conséquent de risques et d'erreurs et d'événements indésirables. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait arriver à une diminution des risques? Peut-être, comme les autres industries, s'intéresser aux facteurs humains, en sachant que l'expertise, plusieurs études l'ont prouvé, ne protège pas des erreurs. C'est pas parce que vous connaissez parfaitement toutes les RPP et les RFE de la SFAR en termes de connaissances que vous êtes capable de les appliquer. Donc un petit graphique assez intéressant qui concerne la détection et la récupération des erreurs chez l'humain. Alors vous avez ici en bas le taux d'erreur à l'heure et en haut le taux de récupération des erreurs en fonction de la charge de travail donc de l'humain. Ça peut être d'un soignant par exemple. Donc lorsqu'on est en zone de confort, en zone de confort de travail et de charge de travail, on se rend compte que la zone est régulée et que finalement on fait quand même entre 5 et 6 erreurs par heure et qu'on en récupère quasiment la totalité. C'est le chiffre rouge. Donc on est bien. Par contre, si on est en sous-charge de travail, on s'ennuie. Et bien à ce moment-là, on récupère moins ces erreurs, on en fait un peu plus. À l'inverse, lorsqu'on commence à être en surcharge de travail, en saturation, le nombre d'erreurs, il diminue un petit peu, puis il monte en flèche, et surtout, on ne récupère plus ces erreurs. Donc ça, c'est intéressant. On sait que le stress et la fatigue va diminuer de 40% ses ressources, et donc augmenter ses erreurs. Au total, toutes les études montrent, dans toutes les disciplines, que 70% des erreurs sont liées au facteur humain, donc à l'erreur humaine. Donc au final, cette RPP, pour lui donner un peu de légitimité, c'est un peu la boîte à outils qui va vous permettre de mettre en application de manière sécuritaire et sereinement toutes les autres RFE. Et donc cette RPP est faite pour la qualité et la sécurité des soins. Donc maintenant, un peu de définition et un bref rappel. Premièrement, le facteur humain, on entend parler, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le facteur humain, il y a une définition que j'aime bien, qui dit que c'est une discipline scientifique multidisciplinaire. On prend la sociologie, l'ergonomie, la psychologie, le design aussi. Il s'intéresse à la compréhension des interactions entre les humains et les autres éléments d'un système dans un seul but. Ce but, je le trouve formidable, c'est d'optimiser le bien-être humain et la performance globale du système. En résumé, le facteur humain, c'est la contribution humaine impliquée dans un événement. Alors, il y a plusieurs synonymes, on entend parler dans les revues, dans les discussions, de CRM qui veut dire soit Resource Management ou Crew Resource Management, ça vient de l'aéronautique. Ensuite, les CNT pour compétences non techniques, les soft skills en opposition aux hard skills, les no-tech et FOH qui est les facteurs humains étendus aux facteurs organisationnels, et puis le savoir-être. Tout ça, ce sont des synonymes. Il ne faut pas que ce soit un frein pour vous, pour l'utilisation. Ensuite, je remercie beaucoup Ludovic d'avoir invité il y a un mois le docteur Jean-Noël Evin à parler parce qu'en fait, il m'a permis d'introduire CRPP et le thème de sa présentation était cognition, stress, performance en médecine critique. Je vous invite à aller sur le site RAR pour la visualiser avant de regarder le replay de ma présentation. Ça vous permettra de mieux comprendre. Néanmoins, pour ceux qui n'ont pas le courage d'aller voir la présentation, je vous ai fait un petit résumé du fonctionnement de l'esprit humain. Alors le cerveau humain fonctionne avec deux systèmes, le système 1 et le système 2. Le système 1, il est dit intuitif et instinctif, il est rapide, automatique, il est inconscient et on peut aussi l'appeler heuristique. Il fonctionne dans la plupart du temps, c'est celui que vous utilisez dans la vie de tous les jours à 95%. Le système 2, c'est le système analytique qui entraîne un raisonnement logique, qui est lent, il est paresseux, il est conscient, et lui on l'utilise dans 5% des cas.
Pour faire simple, le système 1, vous allez le mettre en œuvre si je vous demande combien font 4 plus 5. Et système 2, c'est si je vous demande de faire la multiplication 245 par 392. Donc, ce système 1, le problème, c'est que il est facile, on l'utilise fréquemment, mais il est fortement soumis au biais cognitif et aux erreurs humaines. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a vu que dans le mode de fonctionnement normal, on fait entre 3 et 10 erreurs par heure. Et la plupart du temps, c'est récupéré, lorsqu'on part du système de récupération par rapport à la diapo précédente, par notre système 2, dans 80 à 100% des cas. Donc ça, c'est pour la définition de facteur humain. Maintenant, la définition de soins critiques, de situation critique. Et le deuxième intitulé du titre de cet RPP, la situation critique, c'est notre boulot de tous les jours. Anesthésie, réanimation, urgence. C'est un milieu qui est incertain. C'est un système qui est dynamique et complexe, où il y a une forte criticité. C'est-à-dire que le risque vital ou fonctionnel est engagé. Et il y a une forte contrainte temporelle, il faut agir vite, parce que le patient peut décéder. Donc cette forte criticité, cette situation critique va entraîner un stress. Et comme l'a dit le docteur Evin il y a un mois, il y a le stress qui est plutôt positif, par le système parasympathique, puis il y a un stress qu'on appelle distress par l'axe corticotrope, qui va entraîner un déséquilibre au niveau du système 1 et système 2, en faveur du système 1. Et donc une augmentation des erreurs humaines et des biais cognitifs. Donc le stress apporte plus d'erreurs humaines. Alors comment faire pour lutter contre ça? Il faudrait soit premièrement diminuer son stress, et pour ça vous l'avez vu il y a un mois, il y a des formations qui existent de gestion du stress, les TOP notamment, faire de la simulation en santé, utiliser les aides cognitives, et elles vont vous permettre de rétablir un lien avec le système 2. On les verra juste après dans la recommandation. Donc préparez-vous et puis utilisez des outils vous aider à revenir sur un système 2 pour essayer d'empêcher les erreurs liées au système 1. Voilà pour ce petit résumé. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le premier champ qui était le champ communication. Donc moi j'ai participé au champ communication, la question 1.2, 1.3 pardon, et le champ 4. Donc la première recommandation, c'est dans le cas d'une situation critique, les experts suggèrent de réaliser un briefing avant la prise en charge afin d'améliorer les performances de l'équipe, le climat de sécurité, diminuer le taux d'événements indésirables. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un briefing? En fait, le briefing doit débuter l'action. C'est un point de communication structuré. On a une conscience collective de la situation et on la partage dans un modèle commun. Ça permet quoi ce briefing avec l'équipe? De diminuer les incertitudes et diminuer le stress. On l'a vu pour diminuer le nombre d'erreurs et d'événements indésirables. Donc, ce briefing, par exemple, au bloc opératoire, la checklist en fait partie, mais ça ne suffit pas. C'est complémentaire de la checklist. Il doit être court, 4 minutes au maximum, et au mieux, être fait avec l'ensemble de l'équipe. Donc, je vais vous montrer, donc l'HAS, vous allez voir que je les cite souvent, on donnait beaucoup de boîtes méthodologiques, de boîtes à outils. On voit la une, à chaque fois je vous ai mis les liens, vous pourrez les consulter, elles sont très bien faites. Il y a un mémo pour faire un briefing correct. Moi, je vais un petit peu plus loin et je vous montre les briefings de type aéro. Dans l'aviation, comment est-ce qu'on fait? En fait, il y a 3 phases à respecter. La première phase, c'est l'intervention et où le patient, si on est en hospitalier par exemple, et bien sur quoi on part, sur quelle intervention, sa spécificité, quelle méthode on va utiliser, quelle technique, par exemple une chirurgie robotique, et quels moyens. Est-ce qu'on a bien tous les moyens en place? On fait un peu dans la checklist OMS. Ensuite, c'est qui fait quoi et comment. Qui veut utiliser tel matériel et comment? Est-ce qu'il est bien capable de l'utiliser? Ensuite, on demande au reste de l'équipe, donc le manager, le leader, celui qui fait le briefing, demande s'il y a des questions, des remarques par rapport à ce premier temps. Ensuite, la deuxième rubrique, ce sont les risques. Ça, c'est très important. C'est une approche type TEM, ça veut dire Threat and Error Management, qui va s'intéresser aux risques particuliers, contextuels par rapport aux patients à l'intervention. On l'appelle aussi briefing contextuel. Et là, à ce moment-là, on va sortir en fonction du risque particulier, proposer de sortir les aides cognitives adaptées à la situation potentiellement risquée. On envisage les plans B, les plans C et surtout le qui fait quoi et comment dans ces plans B et ces plans C. On demande aux équipes si la compréhension était bonne par une reformulation, s'ils ont des questions ou des remarques. Et enfin, la dernière, qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, mais pour laquelle c'est obligatoire donc pour les autres industries haute fiabilité, c'est le facteur humain. Donc c'est comment moi je vais. Donc techniquement, est-ce que c'est un geste que je maîtrise? Mentalement, comment je me sens? Est-ce que je suis pas un peu d'humeur déprimée en ce moment parce que ça va pas dans ma vie personnelle? Physiquement, est-ce que je sors pas d'une semaine d'astreinte et que je suis HS, j'ai dormi 2 heures cette nuit? Et donc pour soi, et on l'exprime aux autres. Ça va permettre de quoi ça? Peut-être
que les autres soient un peu plus attentifs à vos actions. Et peut-être vous êtes plus vulnérable à faire plus d'erreurs, que le système 1 va être plus mis en œuvre chez vous. Et ensuite, aux autres, on pose la même question, c'est comment ça va le matin. En fait, c'est pas un comment ça va où on répond bah oui ça va. C'est un comment tu vas. Et l'autre doit dire aussi techniquement s'il se sent sur cette intervention. Les infirmières parfois le disent, bah non, moi ça je l'ai pas fait depuis 2-3 ans, je suis pas à l'aise. Comment tu vas aussi, bah, mentalement et physiquement. Et à la fin de ce briefing, ce qu'il est intéressant de voir, c'est si on y va ou si on n'y va pas. Et si on y va, quelles mesures protectrices on va mettre en route. Donc on va vous faire une petite illustration avec Ludovic, parce que c'est un peu plus parlant. Donc on a 2 blocs opératoires, Ludovic le matin, et c'est une chirurgie pédiatrique. Et moi en fait ça fait longtemps que je suis arrivé au service de pédiatrie, que j'ai pas fait de pédiatrie. Et donc tu es Liad avec qui je dois endormir. Et donc Ludovic, je tiens à te dire que j'ai pas bien dormi cette nuit, parce qu'on va endormir un enfant d'1 an pour une amédélectomie, et que cet enfant a comme antécédent un asthme sévère du nourrisson, qui a déjà fait de l'AREA, et qu'il est assez au risque au niveau de l'induction. Donc du coup ça me stresse un petit peu, et je voudrais être sûr qu'on soit bien et qu'on ait tout prévu pour cet enfant. Donc j'ai sorti les aides cognitives par rapport au bronchospasme, au laryngospasme. Donc tu as vu où est-ce qu'elles étaient, elles sont là. Et si ça se passe mal, eh bien qu'il a un bronchospasme, je te demanderai toi de prendre les aides cognitives et de les lire à voix haute. Ok. Et puis ensuite, donc je t'ai dit moi comment j'étais, je suis pas très bien en ce moment, fatigué, un peu stressé. Je voudrais savoir toi comment tu es en ce moment. Okay, bah, je trouve que ça soit bien que tu me l'aies dit, que tu l'aies verbalisé. Bon, ça va permettre moi d'être plus attentif. Et puis moi, en ce moment, je me sens plutôt bien en forme. Je suis en forme physiquement. Enfin, j'ai pas eu de difficultés au plan professionnel. Mentalement, je me sens également bien concentré sur la situation. Ma vie va bien. Enfin, je vais être bien concentré. Et puis techniquement, c'est quelque chose auquel je suis habitué. Enfin, ça fait des années que je fais de la pédiatrie. J'ai déjà eu des bronchospasmes en péropératoire. Donc voilà. Et puis je connais les aides cognitives là qui sont là. Donc on va pouvoir vraiment travailler ensemble correctement. Mais Ok. voilà. Et on a préparé toutes les drogues Oui. nécessaires. La cellule est prête. Ouais, on a ok. Contrôlé. Bon bah c'est bien, on peut y aller en toute sécurité alors. Donc voilà un exemple de briefing qu'on peut faire au bloc opératoire. Alors soit il peut être ciblé entre l'IAD et le médecin, ou soit on peut le faire encore mieux. Une fois qu'on a fait un ciblé, on fait un briefing collectif pour avertir aussi le reste de l'équipe, même que c'est un enfant qui est à risque, un risque particulier du bronchospasme. On continue. Donc le champ 1 communication, ensuite les experts. Donc ça c'était le champ que moi j'ai traité, la question que j'ai traitée. Considère qu'il faille faire un débriefing juste après la prise en charge afin d'améliorer les compétences techniques et certaines composantes des compétences non techniques. Dans un débriefing, c'est quoi? Après un briefing, il faut faire un débriefing. Ça fait partie du cycle de l'action. Donc, c'est qui d'abord? Comme on l'a vu, on peut le faire de manière individuelle, le débriefing avec une personne ou en équipe. C'est encore mieux. Quand est-ce qu'on le fait? On peut le faire soit pendant l'action, s'il y a quelque chose qui se passe et qui ne convient pas, ce qu'on appelle ça aussi un point de situation, pour informer l'ensemble qu'il y a un événement qui n'est pas conforme. On peut le faire à distance, ce sont les RMM et les CREX. Et puis ce dont on va parler, c'est le débriefing dans ces RPP juste après l'action, donc un débriefing qui est à chaud. Donc qu'est-ce qu'on va débriefer? On peut débriefer après un événement imprévu, quelque chose qui ne s'est pas passé de manière conforme, qui a amené ou pas à un accident ou un presque accident. Donc c'est ce qu'on appelle les erreurs ou les écarts de performance, presque erreurs. Mais aussi, il faudrait débriefer des points positifs. Ça s'est bien passé. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait que ça s'est bien passé? On débriefe les compétences techniques et les non techniques. Et puis aussi, quand ça se passe mal, le retentissement psychologique. Et on peut le faire aussi en routine. Les militaires, par exemple, quelle que soit la spécialité, l'arme, ils font un briefing et des briefings de manière systématique en routine. Donc pour vous aider, on vous a mis ces grilles dans les RPP. Alors je ne vais pas les détailler, je vous invite à les consulter. Celui-ci est intéressant, c'est un outil de briefing de soins en santé type PERS de 2015 et celui-ci c'est de 2016 par la HAS. On voit que comment structurer un débriefing, que le briefing est un point de communication qui est dans un lieu et un temps dédié, après une activité ou action, visant à partager au sein d'un groupe de personnes les points positifs et les axes d'amélioration en lien avec l'activité. Donc on voit que c'est toujours pareil, il faut mettre un cadre, il faut mettre en sécurité psychologique les participants. En premier lieu, on recueille les réactions, donc les émotions. Ensuite, la description, clarifier les faits. Ensuite, on analyse la situation. Une fois qu'on a décrit les faits, on explore les domaines de performance et d'apprentissage. Et enfin, on fait une synthèse. Donc, je vous laisserai consulter, je ne vais pas m'attarder, parce qu'on a quand même 21 recommandations à voir. Ensuite, la 1.2, celle-ci s'intéresse à la communication. Donc, vous voyez que j'ai fait 3 slides, parce que finalement, on a vu que la communication, c'était la première cause
d'erreur dans les erreurs humaines. Donc, je vous ai mis ici donc, bien sûr, les experts recommandent de faire une communication sécurisée et standardisée afin d'améliorer la morbimortalité et limiter l'incidence des événements indésirables. Je vous ai mis en illustration la photo d'une scène dans une chambre de réanimation où j'étais le leader. C'est un patient en SDRA à qui on venait de poser une ECMO véno-veineuse et malheureusement lors de la cannulation, il y a une plaie de l'oreillette droite qui a été réalisée avec immédiatement une tamponnade avec instabilité hémodynamique et la PA qui s'effondre. Donc imaginons que je dise en tant que leader, que je donne l'instruction. L'APA s'effondre, on fait un d'adret. Qu'est-ce que ça peut impliquer le fait de faire cette phrase? Premièrement, le on fait un d'adret, le on c'est tout le monde et ses personnes. Donc ce qui est recommandé dans une communication sécurisée, c'est de nommer la personne. Donc c'est pour ça qu'on recommande ton nom de ta fonction de mettre sur son calot comment on s'appelle et sa fonction. Ensuite le faire, ce n'est pas c'est à bannir dans notre communication de soignant et encore plus en situation de crise parce que j'allais dire soit préparé, soit injecté. Donc on te dit prépare-moi de l'adrénaline ou injecte de l'adrénaline. Et enfin le 1, ça peut être 1 mg, 1 microgramme ou 1 ml. Donc il faut être précis dans notre communication, un langage qui doit être clair, concis, précis et sans ambiguïté. Donc pour cela, les experts recommandent d'utiliser la boucle fermée. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle fermée? Il y a un émetteur, donc, par exemple là c'est moi le leader, qui demande donc à un infirmier, donc le récepteur, je formule ma demande. Ensuite l'infirmier, une fois qu'il a accompli ma demande, il accuse réception en répétant ce que je viens de lui dire, ou encore mieux en reformulant pour être sûr qu'il ait bien compris. On appelle ça aussi la collation. Et moi je lui dis, ok, ce que tu viens de me répéter, c'est conforme à ce que je t'ai demandé. Et là, je peux renchaîner sur l'autre action. Injecte par exemple l'adrénaline. Donc ce qu'on appelle la boucle fermée. Alors on va faire une petite démonstration avec Ludovic. Donc imaginons Ludovic, tu étais avec moi sur cette situation. Et donc le patient vient de passer en asystolie. Et là je te demande, donc Ludovic, prépare-moi une seringue de 10 ml d'adrénaline, 1 mg par ml, donc du pur, et injecte dès que la seringue est prête, en IVD toutes les 4 minutes, 1 ml soit 1 mg, et n'arrête ces injections que lorsque je te le demanderai. Est-ce que tu peux me répéter ce que je te dis? Je prépare une seringue d'adrénaline pure, de 10 ml, soit 1 mg par ml. J'en injecte 1 ml en IVD dès qu'elle est prête, et ensuite toutes les 4 minutes, soit 1 mg, 1 ml, et je n'arrête que quand tu me le dis. Ok, c'est conforme. Donc tu peux commencer à injecter dès que prêt, et je te demanderai de noter aussi sur la feuille de surveillance tout ce que tu fais. Très bien, c'est noté. Voilà, donc là on a fermé la boucle, et je suis quasiment certain que ça va bien se passer. Ça n'empêche qu'il faut toujours faire des check contrôles et des contrôles croisés. Donc voilà un exemple concret de comment on fait. Donc il y a d'autres outils qui vous sont proposés dans les RPP de communication sécurisée. Par exemple le SAED. Le SAED, c'est pour faire des transmissions donc standardisées, sécurisées. Donc c'est un acronyme, un moyen mnémotechnique. PQS qui veut dire la situation. On décrit la situation, ce qui se passe. Madame un tel qui vient pour telle pathologie. Ses antécédents. Le A pour antécédent. Le E pour l'évaluation. L'évaluation, c'est comment elle est cliniquement et c'est constante. Sa tension, sa SAT. Et D, c'est ce que je demande à mon interlocuteur à qui je fais les transmissions. Une fois que vous avez fait ça, l'interlocuteur donc à qui vous avez transmis doit répéter. Et lui, s'il a des questions, il doit vous poser des questions. Donc ça peut se faire par exemple au SAMU lorsqu'on amène un patient au déchocage ou de la salle de réveil au service. On peut l'utiliser tout le temps et ça a démontré que ça diminuait la morbimortalité si vous l'utilisez correctement. Alors découlé du SAED dérivé, il y a une checklist en SSP que nous on a mis en place qui fait suite à une étude française qui a été faite dans un établissement parisien, qui a démontré qu'en utilisant une checklist de transmission en salle de réveil, lorsqu'on va du bloc en salle de réveil, on diminue de presque par 6 les épisodes hypoxémiques et on améliorait l'outcome des patients. Donc j'ai mis le lien vidéo pour regarder la présentation. Et ici, vous voyez que la première chose à faire avant de commencer les transmissions, c'est déjà que le patient soit en sécurité, que le respi soit branché, que ça ventile et que le constante soit correct. Et après, on pourra faire nos transmissions sécurisées. Et enfin, la dernière, c'est le oser dire. C'est-à-dire que dans une équipe, tout le monde a le droit de dire s'il voit quelque chose d'anormal. Et ça, c'est important. Donc voilà pour ce champ 1. Le champ 2, qui est le champ de l'organisation. Là, les experts suggèrent que les soignants en situation critique adoptent une organisation de travail en équipe reposant sur quoi? Sur une identification claire de qui est le leader, de partager les informations entre eux, d'avoir une bonne coordination, répartition cohérente et équilibrée des tâches,
pour améliorer la qualité et la sécurité des soins et réduire les EI. Donc vous voyez que je vous ai résumé sur cette publication qui date de 2016, en fait toutes les compétences non techniques qu'on demande dans une équipe et l'organisation à mettre en place en cas de situation critique. Je vous laisserai lire tranquillement sur le replay ou en allant consulter les RPP. Ensuite, la 2.1, donc concernant l'organisation, les experts suggèrent de développer une conscience situationnelle individuelle et collective. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience de la situation? Pour faire simple, c'est qu'on on sache tous, au même moment, ce qui est en train de se passer, la situation, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase de perception. Donc, c'est ce que je vois, ce que j'entends, et je partage l'information. Donc, ça, c'est tout le monde. Si quelqu'un voit une anomalie sur le scope, il doit partager l'information en limitant les interruptions de tâches, on va y revenir. La deuxième phase, c'est la phase de compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a le patient? Quel est le diagnostic? Comprenez-vous comme moi? Est-ce que vous avez la même perception que moi? Et enfin, la troisième phase, c'est une fois qu'on a tous compris la même chose, où est-ce qu'on va et quels sont les risques? De là où on va et quel plan B, quel plan C on a en fonction de ces risques. Bon, ça, on peut les utiliser, par exemple, lors d'un point de situation. Lorsqu'on fait une prise en charge d'un patient en phase critique, point de situation, on partage la conscience situationnelle. Méfiance, la conscience situationnelle est soumise, vous voyez, aux 3 étapes au biais cognitif. Probablement peut-être une prochaine intervention, Ludovic, si je te tends, sur les biais cognitifs. On n'a pas le temps de s'y attarder. Ensuite, les experts suggèrent qu'une équipe soignante en situation critique utilise une aide cognitive. Qu'est-ce que c'est une aide cognitive? Eh ben, en fait, c'est une to-do list, une checklist que vous connaissez probablement parce que la SFAR en a édité. Elles sont accessibles gratuitement sur le site de la SFAR. Il y a des versions soit papier, soit des versions numériques. Et en fait, les aides cognitives, ça a été prouvé que le fait de les intégrer à la routine permettait de se préparer à l'inattendu. Et on a vu que l'inattendu, c'était source de stress. Donc les aides cognitives, c'est une sorte d'aide-mémoire, son petit carnet qu'on a tous, qui permet de diminuer le stress. Ça a été prouvé comme diminuant de 60% les erreurs d'oubli. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pédiatrie, j'ai mon petit carnet avec les dilutions. Et ensuite, ça a amélioré également non seulement les compétences techniques, parce que ça nous dit quoi faire, mais en plus, tout ce qui est facteur humain, les composantes du facteur humain. Donc, les aides cognitives, on les sort, on l'a vu tout à l'heure dans le briefing contextuel, dans le cas de notre enfant, l'aide cognitive sur les laryngospasmes, bronchospasmes. On sort 2 ou 3 aides cognitives, on les ouvre, on les parcourt pour les connaître à l'avance. Les idées reçues, c'est que ça porte la poisse. Non, ça porte pas la poisse, ça permet d'anticiper les menaces. Ça évite les nombreux oublis, ça rattrape les interruptions de tâches, parce qu'on sait exactement en cochant où on s'est arrêté. Ça évite la sidération, parce qu'on reprend le fil, on repart dans l'action, et ça permet d'être prêt. Le 3e champ de cet RPP concernant l'environnement de travail. Alors justement, les interruptions de tâches, vous savez que c'est fréquent. Qu'est-ce que suggèrent les experts? En fait, les experts suggèrent qu'en situation critique, nous soignants, nous nous protégions des interruptions de tâches, particulièrement pendant les phases les plus vulnérables de la résolution de la crise. Ils suggèrent que les soignants n'interrompent pas les étapes aboutissant à l'administration d'une thérapeutique. Donc, quand on est en train d'administrer un médicament, on ne s'interrompt pas pour réduire les EI. Et enfin, en amont des situations de crise, une attention particulière aux sources d'interruption de tâches d'origine technologique. Donc, c'est tout ce qui est smartphone, moniteur, réglage, seringue. Donc, pour vous aider, l'HAS a publié 2 documents que je vous invite à lire parce qu'ils sont très courts et ils sont hyper intéressants, notamment celui-ci, il y a 2 ans, les interruptions de tâches lors d'une activité anesthésique au bloc opératoire. Je vous ai mis la référence. Ce document nous dit quoi? Qu'en fait, c'est fréquent. On a 10 au bloc opératoire, on a 10 interruptions de tâches par heure. Ces interruptions de tâches sont causées la plupart du temps par nous-mêmes, par les professionnels de santé. Et 80% de ces IT sont non justifiés. Et la plupart du temps, comment vous les gérez, ces IT? En fait, vous passez en multitâche. C'est-à-dire que vous l'acceptez et vous continuez votre tâche. Et on sait qu'on n'est pas multitâche, ça c'est des idées reçues. Et en multitâche, toutes les tâches qu'on se faisait à un niveau de performance, on diminue la performance. Donc vous allez moins bien préparer votre seringue, moins bien faire votre intubation. Ensuite, un deuxième texte de janvier 2016 qui s'intéresse aux interruptions de tâches lors de l'administration de médicaments. Je vous rappelle que les erreurs d'injection médicamenteuse et d'administration, c'est la première cause des EI déclarées en France. Ensuite, le mieux, une fois qu'on les a identifiés, c'est d'être capable aussi de les prévenir, ces interruptions de tâches. Donc pour ça, je vous propose de s'inspirer de l'aviation, et ils appellent ce qu'on appelle le cockpit stérile. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que pour eux, dans les phases de décollage et d'atterrissage, qu'on peut comparer la plupart du temps en anesthésie à l'induction et au réveil, toute activité non essentielle est bannie pendant ces phases critiques.
Donc la première phase de décollage, vous voyez qu'il y a deux couleurs. La couleur rouge, c'est l'induction-intubation. C'est là où aucune communication n'est permise, sauf si bien sûr urgence vitale. Et en orange, ce sont les communications en rapport avec la sécurité des soins sont uniquement permises. Donc par exemple, le texte qu'on a vu juste avant dit qu'il y a 4 temps patients où vraiment on ne doit pas être interrompu au bloc opératoire. La préparation médicamenteuse, l'identité du patient et le côté opéré, l'induction et le time-out donc de la checklist OMS. Ensuite, le temps opératoire hors bien sûr phase critique. À ce moment-là, on peut communiquer, mais en limitant bien sûr les communications qui n'ont rien à voir. Et enfin, la phase de réveil et d'extubation qui correspond à la phase d'atterrissage, donc des phases à risque. Donc ça, on l'a prévenu, mais une fois qu'on doit interrompre, comment on fait? Alors si c'est moi qui dois interrompre quelqu'un, que le RPP là, nous recommande, c'est qu'avant l'interruption, on doit se poser la question, est-ce que mon interruption est urgente? Est-ce que ça peut pas attendre 10 minutes, il est en train d'intuber? La tâche en cours est-elle vulnérable? Est-ce que là, il est en train de faire une tâche qui est vulnérable et donc je dois me restreindre? Une fois qu'on s'est dit, bah oui, là, je dois l'interrompre parce que mon patient de la salle d'à côté est en arrêt, je dois l'interrompre. Donc, on lui demande, est-ce que je peux t'interrompre? Oui. L'interruption doit être concise, complète et courte. Et très important après l'interruption, on doit ramener celui qu'on a interrompu à sa tâche. Ensuite, si c'est moi qui suis interrompu, quelles sont les contre-mesures que je peux utiliser à l'interruption, par exemple, une administration médicamenteuse? Eh bien, la première chose, c'est reporter, que l'autre reporte bien sûr l'interruption quand possible. Donc, il a été mis en place dans des services des chasubles fluo que je vous ai mis ici, marqués préparation de médicaments, ne pas déranger. Il y a aussi des zones qu'on peut identifier, des zones dédiées dans les services de soins en réanimation, par exemple, où on ne peut pas les déranger la personne. Ou lors des étiquetages en marquant seringue électrique en cours, merci de ne pas déranger. Si malgré tout on est quand même dérangé pendant la préparation de nos drogues d'anesthésie, on garde son ampoule en main, on effectue un autocontrôle et un contrôle croisé, on verbalise haut et fort le produit de l'administration. Donc voilà quelques outils qui peuvent vous aider. Et enfin, la dernière, c'est les interruptions d'origine technologique. On sait que les smartphones, ça fait partie de notre vie quotidienne et au bloc opératoire, les smartphones sont présents. Il ne faut pas se leurrer. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il y avait des aides cognitives sur les smartphones. Donc, le smartphone, on sait que ses sources, les notifications, les sonneries, les alarmes, c'est en permanence. Et donc, une des premières choses à faire quand on est au bloc opératoire, c'est de mettre sur mode silence ou alors, encore mieux, sur mode avion. En phase critique, moi, c'est ce que je fais. Si j'ai une intubation à faire et que j'ai le téléphone de garde et je suis obligé d'avoir le téléphone de garde, je le confie à une collègue infirmière en disant que hors urgence vitale, donc arrêt cardiaque dans les 5 minutes, qu'elle note le nom et qu'on dit que je rappelle dans 10 minutes, une fois mon action terminée. Et puis en réanimation, ce qui est intéressant, c'est que les interruptions d'origine technologique par rapport dans les autres services, c'est les plus fréquentes. Et elles induisent 3 fois plus de retard de prise en charge ou de mise en danger du patient que les interruptions humaines. Donc c'est quoi en réa? C'est les alarmes du moniteur, patient et les pouces seringues. Et donc il est intéressant et même recommandé de régler ce niveau sonore des alarmes et des seringues électriques. Et d'ailleurs, à Rennes, je sais que dans les services de réanimation, ils ont mis une étude où ils ont réussi à mettre en évidence que 80% des alarmes étaient non pertinentes en réanimation dans une journée, et 350 alarmes par jour et par patient, donc 80% qui n'ont pas lieu d'être, et que ces alarmes sont pourvoyeuses de stress, de bruit, de délirium, et donc d'une mortalité plus élevée. Ils ont réussi en travaillant sur le niveau sonore à diminuer donc le bruit et probablement la mortalité. Ça reste à prouver. Toujours dans le champ environnement de travail, les experts mettent maintenant l'accent sur le risque de fatigue des professionnels de santé exposés aux situations critiques et proposent de mettre en place des stratégies organisationnelles collectives et individuelles pour diminuer la fréquence de ces événements indésirables. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le soignant qui est fatigué, parce qu'on fait des gardes de 24 heures ou de 12 heures ou des nuits. Et il a été montré que, par exemple, après une garde de 24 heures, on a un taux d'alcoolémie dans le sang qui équivaut à 1 gramme par litre, et après 17 heures à 0,5 grammes par litre d'alcoolémie. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, l'inertie du sommeil, il a été prouvé que lorsqu'on vous réveille en pleine nuit, en nuit profonde, vous mettez 20 minutes avant de récupérer vos capacités cognitives et à prendre une décision équivalente à celle de prise en pleine journée. Donc, il faut connaître ça, l'inertie du sommeil.
Lorsque les longues périodes de travail d'affilée s'enchaînent, la détérioration de la perception de fatigue entraîne une illusion de performance. Donc les contre-mesures à ça, ce qu'on propose, et récemment, là j'ai vu il y a le mois dernier, les internes de médecine générale ont écrit une lettre à notre ministre en demandant de diminuer les gardes de 24 heures en les passant en 12 heures, parce que ça avait une incidence sur la mortalité des patients. Et puis ce qui a été mis en place ici au CHU de Rennes, ce sont les cocons qui permettent aux soignants de faire des siestes pour la journée en réanimation et au bloc opératoire. Ça a été mis également en place. Et il faut savoir qu'à partir de maintenant, cet enregistrement a été fait après ce live vidéo, car j'ai été victime moi-même, on fait tous des erreurs, d'une erreur par heure, c'est-à-dire que j'ai une cécité là inattentionnelle, j'ai omis de présenter cette slide qui arrive à ce moment-là. Et Ludovic, qui l'avait remarqué, tu peux le dire Ludovic, tu l'avais remarqué. Oui, je l'avais remarqué. J'ai estimé qu'il valait mieux ne pas te le dire, ne pas t'interrompre pour que tu conserves le fil de ta concentration pour la suite de la présentation. Et donc il a évité de faire une interruption de tâche, et je pense à bon escient, mais je rattrape cette erreur en faisant cet enregistrement. Donc je vous présente cette slide qui concerne l'environnement de travail, notamment la charge de travail. En septembre donc 2022, on publie donc les RPP, on les rend publics, et cette recommandation 3.8 nous dit que on doit adapter la charge de travail aux effectifs présents et de la répartir parmi les membres de l'équipe donc soignante afin de veiller à sa bonne adéquation avec les ressources disponibles pour faire face à une potentielle situation de crise et diminuer la survenue d'événements indésirables graves associés aux soins. Donc en gros, c'est une bonne adéquation, charge de travail, nombre de soignants et répartition de ce travail par rapport au nombre de patients. Et donc une proposition de loi a été faite 2 mois après, en collaboration avec l'HAS, qui va définir sur le plan national, dans chaque spécialité et chaque type d'activité, un nombre minimal d'infirmières et d'aides-soignantes en poste par nombre de lits ouverts ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, en tenant compte bien sûr de la charge de soins associée. Tout ça pour viser à offrir un cadre de travail décent et bien traitant aux professionnels de santé et permettre une prise en charge des patients conformes aux exigences de qualité et de sécurité des soins, précise le sénateur qui a fait cette proposition de loi. Donc, est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'on nous a écoutés? En tout cas, merci de prendre en compte cette partie des facteurs humains. Ensuite, l'ambiance de travail. Vous savez que c'est important l'ambiance au travail, et l'ambiance de travail doit être adaptée, en particulier une communication apaisée avec un niveau sonore optimal pour améliorer la performance technique et non technique. Donc pareil, la HAS et le CEPHAR ont publié deux documents que je ne vais pas dédier, mais que je vous invite à consulter, qui sont vraiment bien faits, et conflit au bloc opératoire. On sait que lorsque il y a un conflit au sein du bloc opératoire, il y a une incidence de la prise en charge des patients, et qu'on milite pour une bonne coopération entre anesthésistes et réanimateurs et chirurgiens dans l'intérêt du patient. Le niveau sonore aussi optimal. Donc, il est important de régler ces alarmes sonores parce que ça permet d'améliorer la communication, mais ça favorise aussi une ambiance apaisée nécessaire au bon enchaînement des actions dans la prise en charge des patients. On sait que la musique, c'est important, mais jusqu'à un certain niveau sonore. On peut mettre de la musique au bloc, ça permet, les études l'ont montré, de diminuer le nombre d'incidents et d'avoir une meilleure concentration, mais dans la limite d'un volume acceptable. Pour terminer le champ 3, l'environnement de travail. Donc je vous ai résumé là ces quatre recommandations que je vous inviterai à lire. On voit qu'en fait, lorsqu'une formation à l'utilisation d'un nouveau matériel, lorsqu'un nouveau matériel est implanté dans un service, eh bien on doit former. Ça paraît logique, hein, mais on doit former les personnes à l'utilisation avant de le mettre en place. Donc il faut former les gens avant de les mettre en place. Il faut dédier un référent par service pour ce dispositif. Continuer à faire de la formation continue aux autres. Ensuite, que l'ergonomie et la connaissance des équipes soient faites par rapport à ce dispositif. Donc, que tout le monde sache où, par exemple, là, je vous ai mis les vidéolaryngoscopes, où est-ce qu'ils sont situés, où est-ce que le dentrolène est situé. Ça, c'est important. Et enfin, c'est pas le tout d'avoir un dispositif spécifique pour les situations de crise. Il faut aussi que la chaîne logistique soit bien organisée, qu'il n'y ait pas de rupture de cette chaîne logistique avec un réapprovisionnement et une vérification régulière et organisée. Enfin, le dernier champ pour terminer, c'est le champ de la formation. Donc moi j'ai participé à cette question, la 4.1 avec Tobias Goss,
Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a suggéré que les équipes soignantes confrontées aux situations critiques bénéficient d'une préparation psychologique à la gestion du stress pour améliorer leur vécu et leur performance face à une telle situation critique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les soignants, il faudrait que vous ayez tous une formation, vous l'avez vu le mois dernier, avec le docteur Evin, de type top ou type mindfulness, donc méditation pleine conscience, pour diminuer l'incidence du burn-out chez vous, diminuer le stress et diminuer surtout l'épuisement et puis les démissions. Par contre, quand vous êtes dans l'action, il y a des exercices qui existent, où j'en ai mis 2 en exemple, qui est une respiration qu'on connaît tous, un peu de sophrologie relaxante. Donc, c'est la méthode en 4 temps. Prendre une grande inspiration. Je demande à Ludovic de le faire avec moi. 1 temps et 4 temps d'expiration. OK. Deuxième exercice. La technique en carré. Pendant 4 secondes, on va inspirer, Ludo, et 4 secondes, on va expirer. C'est parti. Rien que le fait de faire ça, faites-le. Je vous invite à le faire chez vous. Vous allez voir que vous sentez votre cœur se ralentir par le système parasympathique. On diminue notre niveau de stress et ça permet de repartir mieux dans l'action. Ensuite, dernière diapo, nous avons suggéré pour tous les soignants qui travaillent dans les milieux en soins critiques, donc urgentistes, anesthésistes réanimateurs, préhospitaliers, de développer la culture de la sécurité et que les soignants confrontés aux situations critiques soient formés aux facteurs humains afin d'améliorer la qualité des soins et la sécurité du patient. Donc pour cela, la culture de sécurité, qu'est-ce que c'est? Il y a deux textes que je vous invite à lire, 2 textes de l'HAS. Premièrement, le projet PAT, que je vous laisse consulter, et ensuite ce que c'est que la culture sécurité. Donc ça a été défini par ISON et adapté par l'HAS. La culture de sécurité, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est le fait de signaler, déclarer, faire du reporting ces événements indésirables graves ou les presque événements. Faire du retour d'expérience avec des CREX et RMM. Travailler en équipe pour s'adapter au changement et surtout avoir une culture juste. Et dans la culture juste, alors c'est assez important comme chapitre, c'est surtout la culture de non-punition des erreurs pour pouvoir justement en discuter et donc déclarer vos erreurs sur des plateformes anonymes ou locales. Et donc l'organisation doit être apprenante, elle doit être sûre, elle doit être informée, fiable et résiliente. Et concernant le facteur humain, pour vous former, il existe une tonne de formations, que ce soit en e-learning, en présentiel, des formations locales. Et celle que vous connaissez tous, on en a parlé le mois dernier, c'est la simulation en santé, qui permet d'aborder tout ce qui est compétences techniques et CRM. Mais avant cela, avant la simulation, il y a déjà d'autres formations sur le facteur humain de base. Merci pour votre attention. Je reste disponible pour des questions et des remarques. Et je vous ai mis, c'est important, des QR codes pour pouvoir adhérer et accéder à tous les documents qui sont mis à votre disposition gratuitement sur le groupe Facteur Humain en Santé. Donc je vous invite à y aller et à nous soutenir et nous rejoindre pour développer et être ainsi les ambassadeurs du facteur humain chez les soignants. Merci. Merci beaucoup Cédric. On va revenir. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on a un petit peu débordé, mais on le savait déjà un petit peu à l'avance. Et puis c'est vrai que c'était une RPP qui était assez copieuse, donc il y avait beaucoup de points à aborder. Et puis en plus, ce sont des choses qui nous concernent nous tous. Et puis c'est voilà, même si on connaît les facteurs humains depuis longtemps, ça arrive vraiment dans le champ de l'anesthésie, de la réanimation, des soins périopératoires. Donc c'était quelque chose qu'on voulait vraiment développer. On s'est autorisé à déborder un petit peu plus aujourd'hui. Merci Ludo pour ta tolérance. Mais on se connaît. Voilà, moi j'avais une première question à te poser. Justement, c'est un peu sur ce que je venais de dire. Le facteur humain, ça existe depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça arrive seulement maintenant dans notre milieu de travail en soins critiques, et pourquoi est-ce que maintenant seulement il y a une recommandation de la SFAR? Est-ce que tu pourrais répondre à ça? Eh bien, en fait, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps, pour laquelle j'ai toujours pas la réponse. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que dans les autres organisations, que ce soit l'aéronautique ou le nucléaire, à partir du moment où ils ont voulu mettre en place, ça a mis à peu près 15-20 ans le temps de se mettre en place. Et que donc là, on est cette RPP était quand même la première pierre à l'édifice. Et je pense que ça va être un catalyseur grâce à vous
de ces facteurs humains et qu'on rattrape peut-être notre retard, ce que j'espère. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait pu commencer un peu plus tôt. On l'a commencé avec la simulation. Mm. Moi, j'ai commencé dans les années 2005-2007 la simulation. On a commencé à aborder le facteur humain. D'ailleurs, nos débriefings initialement étaient plutôt assez techniques. On a vu que nos débriefings en simulation maintenant sont beaucoup moins techniques et sont prépondérants sur le facteur humain. D'accord. Alors, une question plus technique là sur RPP, recommandations de pratique professionnelle, RFE, recommandations formalisées d'experts. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça une RPP et pas une RFE? Alors, on aurait voulu que ce soit des RFE. Ouais. Malheureusement, pour que ça soit une RFE, il faut qu'il y ait un niveau de preuve assez élevé, notamment avec des outcomes importants comme la morbimortalité. Oui. Et la majorité de nos études, donc, on a eu quand même des études cliniques, mais on a eu principalement des études faites en simulation, des études qui viennent d'autres disciplines, notamment chez les militaires, dans le milieu sportif, et que des études randomisées des RCT, là on en a eu pas tant que ça. Donc on a dû dégrader en faisant des RPP. C'est peut-être un domaine qui est difficile à explorer par la recherche clinique quantitative aussi, peut-être. Alors quantité, oui, on est plutôt sur des études qualitatives, Voilà, beaucoup d'études qualitatives. Donc mais moindre d'études randomisées contrôlées, donc moins de méta-analyses, peut-être aussi. Moins, il y a quelques méta-analyses quand même qu'on a analysées, mais on a nos balbutiements. Je suis persuadé qu'on va réussir, qu'on a donné un peu de chiffres là-dessus. Les autres, ils sont arrivés. D'accord. J'avais encore une autre question là. Si demain, là, dans le service, par exemple au bloc opératoire, on va prendre cet exemple-là, mais je pense que c'est aussi valable dans un service de réanimation, au déchocage ou en salle de réveil. Mais en tout cas, demain, là, on veut mettre quelque chose en place. Moi, j'ai toujours la première chose auquel j'ai pensé quand j'ai lu cette recommandation de pratique professionnelle, c'est quelque chose qui pourrait être simple à mettre en place, c'est un briefing pré-anesthésique. Alors peut-être pas avec une équipe complète comme il est préconisé, mais peut-être déjà un briefing entre le médecin anesthésiste et l'IAD, ou avant une entrée en réanimation entre le médecin et puis l'infirmière qui sera responsable de ce patient. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en pratique là? Comment est-ce qu'on pourrait mettre les choses en place pour que ça commence dès demain, qu'on puisse commencer à faire ça? C'est quoi les constants? Il faut que ce soit systématique, il faut se trouver un moment, on fait ça où? Voilà. Dans l'idéal, ce que recommandent les experts, c'est que en mode routine, on fasse à chaque fois un briefing et un débriefing. Ça, c'est le mode idéal. On sait très bien que ça entraîne une modification des comportements humains et des pratiques. Et on sait qu'il y a des résistances, c'est naturel, les humains au changement. Donc, il faut faire la méthode des petits pas, peut-être, et commencer, peut-être déjà, vous, au sein de vos équipes, que ce soit en pro-hospitalier, quand vous partez sur un ACR, dans la voiture, c'est ce que vous faites dans le VIR, de faire déjà un briefing au sein de l'équipe, ou au bloc opératoire, entre médecin IAD, juste avant que le patient arrive, donc c'est le où, quand, comment, avant que le patient arrive, en faisant la méthode qu'on a fait ensemble tout à l'heure, le TEM, et après, le fait de vous voir faire ça, peut-être que inclure le chirurgien, ça m'a permis moi déjà de rattraper des erreurs sur des interventions robotiques il y a pas longtemps. On a fait un briefing là tous ensemble et les infirmiers, les ibodes avec le chirurgien, on partait sur un repos. En fait, le chirurgien avait un temps opératoire qui n'était pas détaillé sur l'intervention. Ça permet de rattraper. Donc, on est là dans la première case du tableau que je vous ai montré technique. Il y avait un clampage cave qui devait être fait. Et donc, elles ont prévu une boîte supplémentaire qu'elles n'allaient pas prévoir si on n'avait pas détecté en faisant ce briefing. Donc, je pense que c'est important et que ça sauve des vies. Donc, commencez tout doucement et vous allez réussir à les implanter. Il faut changer la culture. Donc, étape par étape pour qu'on arrive étape à le faire tout de suite et qu'on soit tout de suite dans l'efficacité. Et puis, c'est court. Et en descendant. Voilà, c'est court. En plus, ça prend quelques minutes. C'est un peu peut-être contre-intuitif. On a l'impression que ça va être long. Et peut-être le faire aussi systématiquement, même dans des situations simples, ou même pour le faire pour s'entraîner dans des situations simples, peut-être. Donc, c'est court, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. C'était pas une pub, ça. Bon slogan, en tout cas. Je ne sais pas si vous aviez des questions dans le... Non? Allez-y, hein. On est entre nous, il n'y a personne qui nous regarde de toute façon. Ah, c'est Hélène, merci Hélène. C'est Hélène Belleuil, oui, bonjour Cédric. Salut Hélène. Salut, merci beaucoup, hein, franchement, merci d'avoir accepté d'abord. Bravo pour le travail, pour l'ensemble de cette RPP. Et merci pour ta présentation qui était super claire. Et j'ai pas de question enfin je vais te poser la question bateau mais pour laquelle il n'y a pas de réponse, c'est que on a tous autour de nous dans nos blocs opératoires des gens en tête là où on se dit avec lui ça marchera jamais ça. Comment on va réussir avec les réfractaires? Comment on peut emmener dans le bateau les réfractaires? Tu sais très bien Hélène que dans la résistance au changement, tu sais très bien que dans la résistance au changement, il y a toujours 10% de personnes que quoi que tu fasses trop résistantes, et donc peut-être que essayez quand même, que ça va faire tache d'huile, on ne sait jamais. Les inviter à des formations, aux simulations,
Moi, j'ai déjà eu des chirurgiens qui n'avaient pas le même comportement en simulation et réussir à amorcer ce changement par la formation. Je pense que c'est un levier important à utiliser ça pour ces patients réfractaires et faire bien une séance de simulation. Effectivement, ouais, c'est une très bonne idée. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'est super intéressant. C'est vrai que c'était court. En fait, c'était plus long prévu, mais court, parce qu'on aimerait en savoir plus. Mais merci beaucoup, en tout cas. Merci Hélène de m'avoir invité. Vas-y Ludovic. Je vais dire dessus. Je sais pas, j'ai Fais une un peu ton question. travail. J'ai une question là de Jean-Pierre Didier. Là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, qui est infirmier anesthésiste. Il pose la question briefing, point d'interrogation, égale étape de synchronisation. Tout à fait, Jean-Pierre. Je te remercie, c'est-à-dire que tu as bien suivi l'exposé. Parce que donc, quand j'ai parlé de la conscience situationnelle, la conscience de situation, c'est mettre tout le monde à avoir un modèle mental partagé commun. Et que donc, ce briefing, c'est un moment dédié, on est tous ensemble, et on va partager le même modèle sur l'intervention, sur la chirurgie, sur l'intervention en hospitalier, en réa, en réanimation. Et donc, effectivement, on se synchronise. On synchronise les 3 cases que vous avez vues. Jean-Pierre demandait également, parler du débriefing qui est comme une étape réflexive sur l'action. On peut parler de réflexivité, peut-être, je sais pas, Cédric. Ouais, effectivement, ça fait partie des définitions. C'est une réflexivité. Donc, la réflexivité, c'est quoi? C'est la personne elle-même qui est capable d'analyser ce qui s'est passé. Elle prend de la hauteur et elle analyse son comportement. Également une question de Véronique. C'est pas une question. C'est une question. Véronique. Merci Véronique. Suggère de parler également de la résolution de conflits, l'approche CNV. Tout à fait. Donc, dans la résolution de conflits, vous voyez, j'ai fait une slide dessus que vous reverrez tout à l'heure. Et effectivement, il y a plusieurs techniques. La communication non violente est quelque chose qui marche très bien et qu'on peut utiliser avec ses enfants ou ses conjoints. Peut-être donc à moi qu'il y ait d'autres questions qui viennent, mais moi j'aurais envie de dire aussi, donc il y a d'autres, tu nous parlais du secteur d'autres secteurs où le facteur humain est déjà bien implanté, donc peut-être nous en parler un petit peu, et puis ça peut donner un espoir aussi pour nous dire qu'effectivement ailleurs ça marche. Alors j'avoue, c'est implanté. Ça sera une belle conclusion. Vous savez que je montre au début que j'appartenais au service de santé, donc je suis militaire dans la réserve opérationnelle, j'ai fait pas mal de missions. Et ce qui est impressionnant chez eux, donc ça fait 20 ans que je vois ça, c'est que c'est dans leur gène. C'est-à-dire que le facteur humain, la première chose déjà, c'est que eux, par exemple, les pilotes dans l'aéronaval sur le porte-avions, là où j'avais embarqué, eux déjà, ils ont 1 semaine de facteur humain dans leur formation initiale obligatoire. Et tous les ans, ils ont ce qu'ils appellent un refresh. Donc c'est pas que les pilotes, les mécanos c'est pareil, les contrôleurs aériens c'est pareil. Ils ont un refresh obligatoire de 2 jours. Et s'ils ne le font pas, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas cette formation sur le facteur humain, ils ne peuvent pas travailler. Donc c'est une mentalité différente, donc ça c'est pour le facteur humain. Et ensuite dans les actions, dans les missions faites, le briefing et le débriefing font partie de l'action. C'est impensable pour eux qu'on fasse une action sans qu'il y ait un briefing et un débriefing. C'est-à-dire que pour nous, pour qu'on en arrive là, il faudrait que chaque intervention, il y a un briefing même de 3 minutes et un débriefing autre que la 3e phase de l'HS où on se met d'accord sur l'Ovenox ou pas, sur les HBPM, on coupera au montage, pas de pub, et donc ce n'est pas pensable pour eux. Et c'est inné, c'est natif. Et donc vous imaginez bien qu'on baigne comme moi avec eux la moitié de l'année, il y a une certaine dissonance cognitive qui arrive. Mais je garde espoir, je me fais ambassadeur et j'espère que vous allez y être aussi. Bon, on va s'arrêter là, on aurait pu encore continuer, et peut-être juste ajouter ce que nous dit Jean-Paul, donc formateur infirmier anesthésiste, qu'un des outils peut-être pour faciliter l'implémentation de ces outils du facteur humain dans les secteurs de santé, c'est peut-être de commencer dès la formation et peut-être par un travail en interprofessionnalité pour aider à faire des briefings et des briefings en équipe où ce soit plus naturel. Donc ça pourrait être une bonne initiative également, mais c'est déjà fait. Donc je vous remercie d'avoir assisté au lundi rare numéro 8. Je vous donne rendez-vous déjà le 6 février, donc ce sera à 18h, un lundi évidemment. Ce sera nous recevrons le docteur Johan Launay, donc qui est médecin anesthésiste réanimateur en réanimation chirurgicale au CHU de Rennes. Lui, il va nous parler de la RPP SPHAR 2022 également, donc c'était la prise en charge anesthésique pré-procédurale d'une revascularisation cérébrale pour thrombectomie. Donc elle est sortie au même moment que la RPP pour le facteur humain, donc c'était en septembre dernier. Donc en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, c'est www.rare.bzh, également sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. N'oubliez pas d'aller consulter le site Facteur Humain en Santé. Salut.